Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Cécile Gaspard. Bonjour à tous, merci. Donc, je vais faire ma présentation bien sûr en français, si on peut mettre ma présentation sur l'écran. Donc ma présentation va être vraiment différente de tout ce qu'on a entendu depuis le début de la semaine, parce que je vais vraiment essayer de me concentrer sur l'impact de ce type de projet innovant sur la jeunesse polynésienne et les Polynésiens. Donc en 2004, on a décidé de monter cette association qui s'appelle Te Manao Te Moana. Vous comprendrez donc bien l'importance de son nom. Et l'idée pour nous, c'était vraiment de créer une structure avec des Polynésiens pour essayer de structurer et d'informer les jeunes par le système pédagogique, mais aussi par le grand public, de tout ce qui se passe dans le monde et de l'importance de préserver nos océans. Alors, qui nous sommes? C'est vrai que nous sommes une association polynésienne avec très peu de moyens. Il n'y a que 2 personnes permanentes à temps plein. Le reste des personnes et des collaborateurs sont des bénévoles. Et j'insiste beaucoup pour ça parce que finalement, on se rend compte que beaucoup d'actions et beaucoup de projets peuvent avoir lieu avec peu de moyens, mais beaucoup de gens passionnés. Donc nous avons monté notre fondation avec Richard Bailey en 2004. Richard Bailey, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est celui qui est à l'initiative des 2 SWAC, dont des systèmes de climatisation par eau de mer des profondeurs à Bora Bora et Tetiaroa. Et notre première vision, c'était d'essayer d'aider les enseignants qui avaient besoin de support pédagogique. Et puis petit à petit, en développant nos programmes, nous avons réussi à obtenir des labels et des partenariats intéressants. Donc nous sommes maintenant membres de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Et nous avons développé des partenariats importants, comme par exemple la Fondation Albert II de Monaco, le WWF par exemple. Nous sommes membres fondateurs du cluster maritime de la Polynésie française aussi. Et nous travaillons avec des scientifiques de Polynésie et d'ailleurs, notamment le CRIOB ici à Montréal. Dans nos ambassadeurs prestigieux, nous avons aussi Sylvia Earle avec sa fondation Mission Blue. Et nous essayons donc de faire au mieux pour que tout ce qui se passe ici en Polynésie soit exporté, transformé, communiqué un petit peu au monde entier pour essayer de structurer des actions et qu'elle ait de plus en plus de pouvoir et de force ici localement parmi les Polynésiens. Je vais aller très vite sur nos différentes actions. On a fait quelques programmes de recherche. Ici, c'est un peu l'exemple de mon doctorat que j'ai fait sur les raies pastenagues. L'idée, c'était de comprendre l'importance des actions humaines sur l'environnement marin, et là particulièrement sur le lagon de Moorea, où une activité touristique s'est développée et qui consiste à nourrir des raies pour pouvoir les approcher de plus près. Et on a essayé de montrer de quelle manière on avait influencé leur habitude de vie, leur zone d'habitat et la taille de leur habitat. Donc c'était intéressant de travailler sur ce sujet puisque personne ne s'était posé la question. Finalement, il y a des raies, on va les nourrir, elles vont venir, on va développer un business économique, mais on ne sait pas du tout quel est l'impact de cette activité sur les animaux. Et donc ça revient quand même à cette notion de dire l'homme est très proche de la nature, a besoin de la nature, mais ne se pose pas toujours les questions à l'avance de savoir de quelle manière on va l'influencer par nos projets. D'autres actions qui sont très importantes pour nous, pour notre association, on travaille beaucoup sur les tortues marines comme espèces marines emblématiques. Et on essaie de mettre en place des projets pour évaluer les densités de population de ces tortues autour de nos barrières récifales, donc autour de nos récifs, sur nos îles, avec une méthode qui avait été développée par le CRIOB, d'ailleurs, pour l'évaluation de l'état de santé des coraux. Et cela nous permet de faire des cartographies d'abondance, par exemple. J'ai pris ce sujet comme exemple de programme de recherche parce que ce sujet nous a permis d'aller dans plusieurs îles polynésiennes, mais surtout de former des jeunes ambassadeurs de ces atolls pour comprendre la méthode et venir avec nous aider à faire ces comptages et connaître d'une autre manière leur propre environnement et leurs propres espèces marines. Nous avons aussi développé pas mal de projets de recherche, notamment sur cet atoll, l'atoll de Tetiaroa, donc qui est l'atoll de Marlon Brando, qui n'est pas très loin d'ici de Tahiti, pour essayer de comprendre le cycle vie des tortues marines. Ce sont des espèces marines emblématiques, très emblématiques à l'heure actuelle, dans le cadre du réchauffement climatique, je vais vous en parler après. Et nous avons mis en place des programmes de long terme où nous allons sur les plages pour essayer de comprendre la fréquence de ponte des tortues, leurs paramètres, etc., le volume de ponte. On voit ici des cycles pluriannuels qu'on est en train d'étudier qui sont assez intéressants. Et puis sur un atoll qui a une petite dimension, c'est intéressant, on parle beaucoup d'îles flottantes, ça sera un peu ma dernière diapositive. Vous voyez cet atoll qui fait à peu près 6 km de diamètre.
on arrive à faire nos études et à positionner tout ce qui se passe au niveau des tortues marines, mais c'est un véritable laboratoire modèle miniature qui peut être considéré par cet atoll de Tetiaroa, puisqu'au final, on peut mettre en place des sondes, des senseurs, etc., pour collecter de l'information sur une île qui est ici toute proche et accessible. Et donc, nous avons monté, en partenariat avec l'hôtel Brando, depuis l'ouverture de l'hôtel, une fondation qui s'appelle Tetiaroa Society, et qui a pour but aussi d'inviter des scientifiques à venir étudier cet atoll, et très important aussi, qui s'engage à recommuniquer en temps réel les informations collectées à la population locale et à faire des programmes pédagogiques dans les écoles, ce que nous avons déjà commencé. Voilà, on continue à suivre un petit peu l'évolution mensuelle au fil des années dans un cadre de réchauffement climatique global. Très important aussi, pour revenir à la présentation de toi ce matin, on est tous connectés. Vivant ici en Polynésie, et donc moi je vis ici depuis plus de 25 ans, on sent qu'on est connecté avec nos voisins du Pacifique, et les tortues marines sont un très bon exemple. Ces animaux sont des animaux migrateurs, donc là je parle des tortues vertes ici qui sont sur mes photos. Et en faisant des suivis satellitaires de ces tortues après la ponte, elles nous ont montré un petit peu leur secret, c'est qu'elles partent d'ici, de Polynésie française, de l'atoll de Tetiaroa, pour aller quasiment en ligne droite rejoindre les zones d'alimentation à Fidji. C'était pas très connu avant, on a réussi à le prouver avec nos suivis satellitaires. Elles traversent les îles Cook, elles traversent Niue, elles vont jusqu'à Tonga. Et ce sont ces espèces marines emblématiques qui nous lient encore plus. Nous étudions dans le cadre de ce réchauffement climatique global également l'effet de la montée des eaux avec la disparition des plages, avec l'influence de la température et de l'humidité sur les œufs. Je pense que vous savez tous, et c'est important de le rappeler, que les tortues marines, le sexe des petites à naître va être influencé par la température. Plus la température est élevée, et plus il y aura un nombre de femelles important. Donc on met des températures dans le sable pour le contrôler. Je vais défiler assez vite mes diapositives, c'est pour vous montrer un petit peu tout ce que l'on fait. On fait aussi beaucoup d'études sur ce qui se passe à l'intérieur des nids. On trouve souvent des tortues déformées, malades, etc. Ce genre de choses. Ça nous permet de comprendre aussi que la nature ne fait pas tout très bien, mais qu'on a aussi une grosse partie de responsabilité par l'influence que l'on a. Et puis quand on trouve des petites vivantes déformées, mais encore en état de survivre, on essaie de les aider. Donc au final, on sait que c'est une espèce qui est très menacée, et nous nous sommes engagés en tant qu'association à mettre en place des actions pour les aider. Et nous avons donc créé en 2004 une clinique spécialement dédiée aux tortues marines sur l'île de Moorea. Donc je vous invite tous à venir, si vous avez un peu de temps après cette conférence, à voir nos actions à Moorea, c'est juste à une demi-heure de bateau. Nous recueillons ces tortues qui ont été blessées par l'homme ou qui n'ont pas été capables de s'alimenter ou qui n'ont pas réussi à pondre, par exemple. Nous les soignons avec des équipes de bénévoles et nous faisons intervenir les écoles également, et puis nous les relâchons quand elles vont mieux. Vous voyez, ici, on a eu la chance de relâcher une tortue avec l'Extra Maritime et Francis Valin, et puis ici avec Jacques Rougerie et son fils Marin il y a quelques années. Et le président de la Polynésie également, Edward Fritsch, qui est venu à nos côtés. En deuxième grosse implication dans notre association, en dehors de ces projets un petit peu de conservation et de recherche, c'est vraiment la sensibilisation du public, des adultes et aussi des enfants. Au niveau du public, on collabore à des actions un peu particulières, comme par exemple l'arrivée de Tara ici en Polynésie. On s'est engagé aux côtés de Jacques Rougerie aussi pour son projet Sea Orbiter, qui vous présentera un petit peu cet après-midi, de faire le relais de ces actions, de ces observations, du projet Sea Orbiter qui pourra connecter tous ces jeunes et tous ces peuples qui ne vivent pas au bord de la mer, mais avoir en temps réel ce qu'une structure innovante comme ça peut nous montrer en dérivant naturellement dans les courants marins. Et puis on fait beaucoup de sensibilisation en base d'affiches, de supports pédagogiques, de livrets, que nous faisons à chaque fois en français bien sûr, en tahitien quand nous le pouvons, et bien sûr en anglais. Donc ça, c'est des exemples. On essaie de créer des réseaux d'éco-citoyens. On forme les gens en Polynésie, on va dans les îles, on essaie de leur donner des outils pour collecter des informations sur leur environnement afin de recueillir ces informations et voir comment pouvoir aider le gouvernement à mettre en place des plans d'action. On participe aussi au programme Reef Check, qui est une collecte d'informations grand public, pas scientifique, sur les récifs coralliens. Des programmes d'identification des tortues marines, des collectes de déchets sur les plages, comme tout le monde fait, mais on rend ensuite nos résultats aux écoles. On fait des diaporamas, des conférences, des actions avec ces déchets. Vous voyez ça, c'était des déchets qui avaient été récupérés sur des plages à Tetiaroa. On a collaboré aussi au départ avec le CRIOP sur ce projet vraiment unique
d'écomusées, de centres d'interprétation sur l'île de Moorea, qui va bientôt voir le jour d'ailleurs. Et puis après, nous faisons des actions de sensibilisation avec les écoles. Nous invitons des personnalités, nous invitons des écoles qui participent avec nous à nos programmes. Donc là, je vous montre un peu et beaucoup des photos d'enfants, mais je me rends compte que dans la semaine, on n'a pratiquement jamais parlé d'enfants et de la jeunesse et de ces jeunes qui vont chercher un métier et comment ils pourront éventuellement se raccrocher à ces projets innovants qui sont présentés tout au long de la semaine. Donc ça, ce sont tous les supports pédagogiques que notre association a développés depuis 12 ans, qui sont agréés, je ne sais pas si je l'ai dit au départ, qui sont agréés par le ministère de l'Éducation locale, c'est très important pour nous aussi, ce qui nous permet d'inviter officiellement les écoles dans nos locaux et de délivrer des programmes pédagogiques qui sont inclus dans le cursus pédagogique. Et donc au final, on a réussi en 12 ans à accueillir 80 000 enfants polynésiens dans nos programmes pédagogiques. Et on se rend compte que c'est le plus important. Souvent, il y a une incompréhension, les gens n'ont pas compris une problématique environnementale. Et en passant par les enfants, on arrive petit à petit, même si ça prend du temps, à faire comprendre les choses. Voilà, donc ça, ce sont des exemples de supports, de jeux que nous avons faits en français, anglais et tahitien, qui sont bien sûr gratuits, disponibles et que nous utilisons pour les programmes pédagogiques. Voilà, j'ai mis beaucoup d'exemples parce que je pensais que c'était important de montrer des exemples de ce qui est réalisé, mais aussi beaucoup des images d'enfants qui participent. Protéger l'océan, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours, mais c'est aussi une fête. On est là pour célébrer nos victoires et faire partager un petit peu tout le monde, notamment dans la journée mondiale des océans, qui est le 8 juin tous les ans. On contribue aussi au réseau Océan Mondial, qui est un réseau international de centres de sciences et de centres de recherche, avec des outils de communication communs. On pense que c'est très important. On a ce logo en commun, vous voyez, c'est la planète bleue, on en parle beaucoup, mais l'idée c'est de dire on est tous citoyens de cette même planète et donc de ce même océan. J'ai eu l'occasion aussi, et ça c'est assez intéressant, de parcourir d'autres pays du Pacifique Sud avec nos programmes pédagogiques sur la course des tortues marines. On a suivi leur migration, on est allé dans les différents pays, les îles Cook, Fidji, etc., pour partager ces actions et pour resserrer un petit peu ces liens entre ces jeunes du Pacifique et les enseignants. On participe aussi, bien sûr, et toi l'a bien dit ce matin, à toutes ces actions de sensibilisation pour ne jamais oublier le lien des navigateurs et notre culture, même si ce n'est pas la spécialité de notre association. Et puis on a fait un dernier petit projet qui est un petit peu emblématique. On a lancé un petit concours dans les écoles polynésiennes pour créer un conte polynésien sur les tortues marines. Et on avait eu l'engagement d'un astronaute français qui s'appelle Thomas Pesquet, qui est à l'heure actuelle dans la station spatiale, de prendre avec lui ce conte, de le lire dans l'espace et de faire une communication à la planète entière. Et on avait trouvé ça intéressant. Et donc Thomas est à l'heure actuelle encore dans la station spatiale. C'est cette jeune polynésienne qui a gagné ce concours. Voilà, et donc là c'était juste pour vous montrer qu'il avait embarqué avec lui le conte qui s'appelle Le Vœu de Mana et qu'il en a parlé sur les réseaux sociaux pour la planète. Voilà, donc en message de conclusion, dans tout ce que l'on fait au niveau des associations, on cherche beaucoup de gens motivés, de bénévoles. On essaie de protéger l'environnement, de réparer quand on peut des choses qui ne vont pas dans l'environnement. Donc c'est un peu un message d'espoir. Mais je dirais en conclusion que le vrai message d'espoir serait de savoir où va se placer l'homme dans cet environnement qui est en phase de changement et de quelle manière on est capable de le modifier, d'utiliser toutes les nouvelles technologies, mais de pouvoir intégrer l'homme et surtout la jeunesse au milieu de tout ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile.